Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la souveraineté digitale de l'Afrique. Pour beaucoup d'entre nous, Internet, c'est d'abord les vidéos de danse sur TikTok, les buzz sur les réseaux sociaux ou les messages sur WhatsApp. Malheureusement, nous sommes très peu conscients du côté physique d'Internet, mais aussi de ses enjeux géopolitiques qui pourraient à terme nous mener à une nouvelle forme de colonisation que je nommerai la colonisation digitale. Afin de l'illustrer, commençons tout d'abord par expliquer en quelques phrases le fonctionnement d'Internet. Eh bien, imaginons que vous soyez sur votre smartphone et que vous souhaitiez vous rendre sur Instagram, histoire de checker le dernier buzz ou bien de voir ce que vos amis ont pu poster. En réalité, votre téléphone se doit de contacter un serveur qui est en fait un ordinateur dont le rôle est d'héberger les pages Internet, les posts, les photos, les vidéos, bref, tout ce que vous trouverez sur la toile. Et une fois que la connexion est établie, le transfert de toutes ces données peut enfin commencer. Seul hic, le serveur en question peut se trouver à des milliers de kilomètres de vous. Et à vrai dire, c'est malheureusement très souvent le cas pour l'Afrique, car les serveurs des géants de l'Internet se trouvent pratiquement tous en dehors de cette dernière et donc à des milliers de kilomètres des Africains. Et ainsi, voilà comment entrent en jeu les câbles sous-marins, car c'est effectivement grâce à eux que nous pouvons nous connecter au serveur. On en dénomme un peu plus de 450 à travers le monde et 95% du trafic Internet passe désormais à travers ces câbles. Vous pouvez donc vous imaginer toute l'importance que les États y accordent afin de les protéger, car ils font partie intégrante de leur souveraineté. Que ce soit nos transactions financières, nos appels téléphoniques, nos messages, nos photos, bref, toute notre vie digitale en dépend grandement. Qu'en est-il alors de l'Afrique? Même si elle ne fait pas exception en termes de connectivité, a-t-elle réellement les moyens de garantir sa souveraineté numérique? Prenons le cas par exemple du câble to Africa, qui sera à terme le plus long au monde, avec ses 45 000 km de longueur, reliant ainsi l'Europe à l'Afrique, mais aussi à l'Asie. Il faut tout de même préciser que ce câble enseigne pratiquement l'Afrique dans son entièreté, avec des points de chute dans de nombreux pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon ou le Sénégal. Mais alors, à qui appartient ce câble? Eh bien, To Africa est le résultat d'une collaboration entre les entreprises suivantes. China Mobile, entreprise chinoise. Meta, entreprise américaine et propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram. Baobab, entreprise sud-africaine. Orange, entreprise française. STC, entreprise saoudienne. Télécom Egypte, entreprise égyptienne. Vodafone, entreprise anglaise. Et WIOCC, consortium d'entreprises de télécommunications de 14 pays de l'Afrique australe. De ces 8 entreprises, 5 ne sont pas africaines. Et vu leur chiffre d'affaires, l'on peut très bien s'imaginer qu'elles aient une grande influence lors des prises de décision. Ce qui pourrait éventuellement poser de gros challenges à l'Afrique, vu que cette dernière se trouverait alors en position minoritaire et aurait donc très peu de moyens pour protéger ses propres intérêts. Et si l'accès à ce câble était coupé, par sabotage, par accident ou délibérément à cause de sanctions, les conséquences seraient alors néfastes. Plus de transactions financières, plus d'appels téléphoniques, perturbation des échanges commerciaux. Mais que retenir alors de ce scénario catastrophique, mais que oui, plausible? La dépendance de l'Afrique envers les logiciels étrangers. L'Afrique n'a malheureusement pas jusqu'à présent pu développer ces géants du numérique. Certes, il existe des applications comme M-Pesa ou Flutterwave qui montrent un certain succès mais qui malheureusement restent régionales. M-Pesa, par exemple, n'est pratiquement pas utilisé en Afrique centrale. Et cette dépendance vis-à-vis des applications étrangères peut avoir des conséquences jusqu'au sommet de nos États. J'en veux pour preuve l'incident du 2 juin 2021 au Nigeria, lors duquel Twitter a simplement retiré le tweet du président Muhammadu Buhari, jugeant que son tweet était en violation avec les règles d'utilisation de la plateforme. Cette décision de retirer le tweet a suscité des réactions diverses, avec des arguments en faveur de la liberté d'expression, mais aussi de la nécessité de réglementer le discours en ligne pour éviter la violence et la désinformation. D'autres ont critiqué Twitter pour ce qu'ils considéraient comme une ingérence dans les affaires d'un pays souverain. Il est tout de même important de noter que ces plateformes aux États-Unis ont tout à fait le droit de mettre en place leurs propres règles politiques. Mais sur le sol africain, la décision de priver un président de la République d'un canal de communication
relève-t-elle d'une juridiction africaine ou étrangère? Mais vous savez quoi? Le plus inquiétant pour moi, c'est l'exploitation des données personnelles africaines. En effet, nous sommes à l'ère du tout gratuit. Vous voulez faire une recherche sur Google, c'est gratuit. Vous voulez visionner une vidéo sur YouTube, c'est gratuit. Les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram ou TikTok, tous gratuits. Par contre, toutes ces entreprises sont extrêmement riches. Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse est simple, nos données. C'est grâce à l'exploitation de ces données que ces entreprises arrivent à faire des marges énormes. Le business model est simple. Je te trouve un marché potentiel et en retour, tu me payes. Et pour trouver ce marché potentiel, eh bien, on a besoin de beaucoup de données. Alors, on collecte tout. Votre position géographique, votre sexe, vos préférences, avez-vous des enfants, êtes-vous marié? Bref, tous vos faits et gestes sur Internet sont épiés. L'analyse de toutes ces données produira un profil assez détaillé de vous. Profil qui sera ensuite utilisé par des algorithmes sophistiqués pour vous proposer de la publicité et un contenu ciblé afin que vous passiez le plus de temps possible sur ces applications. Certains y voient beaucoup de positifs dans cette hyper-personnalisation des offres. Après tout, les applications anticipent bien vos besoins. Par contre, ces algorithmes pourraient laisser très peu de marge à la découverte, à la nuance et dans des cas très extrêmes, les utilisateurs pourraient s'enfermer dans des extrémismes. Oui, le tribalisme est une réalité en Afrique. Mais si ce message est amplifié et servi à des milliers de personnes à longueur de journée, avec le temps, il pourrait devenir difficile pour ces personnes de nuancer leurs propos car elles seraient alors enfermées dans cette vision du tribalisme partout. Ce qui est bien évidemment très loin de la réalité. Et c'est ce qui est d'ailleurs arrivé pendant les élections présidentielles aux États-Unis en 2016 avec le scandale Facebook Cambridge Analytica, lors duquel les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été manipulées afin d'influencer les intentions de vote en faveur de certains hommes politiques. Et si nos données étaient exploitées pour passer subtilement ce type de message? Que donnerait une analyse de données à l'aide de l'intelligence artificielle? Serions-nous à même de nous rendre compte de la supercherie? Autre fait marquant, Meta, l'entreprise mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, comme je l'ai énoncé précédemment, est l'un des propriétaires du câble sous-marin Tour Africa. Mais quelles sont leurs motivations, surtout lorsque l'on sait que le move de Meta n'est pas du tout anodin? En effet, l'on observe depuis un certain temps un intérêt grandissant des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, pour les câbles sous-marins. L'objectif serait-il de collecter encore plus de données, avec l'avènement de l'informatique quantique qui rendra à coup sûr toute technique de cryptographie actuelle complètement obsolète, ouvrant ainsi la porte à un espionnage de masse de nos données cryptées circulant ou pas dans les câbles sous-marins. Devons-nous nous en inquiéter? Sommes-nous là à l'aube d'une nouvelle forme de colonisation qui aura pour objectif de manipuler nos pensées et ceci à notre insu? Si cela devait arriver, pouvons-nous réellement y faire face? A-t-on les outils techniques, juridiques, géopolitiques pour garantir notre souveraineté numérique? Certains pays ont commencé à faire ce travail en votant des lois sur la protection des données personnelles. Mais ont-ils vraiment les moyens de garantir leur application? Moi, je dirais que oui, et je m'explique. Comme vous devez le savoir, TikTok fut l'un des sponsors privilégiés de la CAN au Cameroun. Les retombées ont été extrêmement positives, on parle de plus d'1 milliard de vues relatifs à la CAN sur TikTok. Et si on exigeait beaucoup plus de transparence venant de TikTok, quel type de données collecte-t-il? Les données sont-elles sauvegardées sur terre africaine? Que fait votre algorithme? Pourrait-il réellement prendre le risque de perdre ce marché? Pas si certain. Si de telles méthodes peuvent être effectives pour garantir juridiquement parlant notre souveraineté numérique, je reste convaincu que la méthode la plus efficace viendra de nous. Pourquoi ne pas créer le Google africain, le Facebook africain, le TikTok africain et pourquoi pas le ChatGPT africain, en garantissant bien évidemment que les serveurs se trouvent bel et bien en territoire africain. Tout ceci est bien évidemment possible, mais on aura besoin de tout le monde, de toi tout comme de moi. Va falloir se retrousser les manches, apprendre à programmer, à diriger des projets tech, à devenir des vrais as de la stratégie. Sans oublier que la tech, c'est des revenus incroyables. Parlant de revenus, j'aimerais te parler de quelques chiffres. Apple a réalisé un chiffre d'affaires de près de 94,8 milliards de dollars
et ceci sur le premier trimestre de cette année. À titre comparatif, le PIB du Cameroun en 2020 était de 45,34 milliards de dollars. Apple réussit donc en 3 mois à faire le chiffre d'affaires similaire au PIB du Cameroun de toute l'année de 2020. Et c'est ça le pouvoir de la tech, car la tech a ce potentiel-là d'impacter la vie des milliards de personnes à travers le monde. Et si vous savez le faire, si vous apprenez à créer des technologies impactantes, non seulement vous pouvez faire une fortune, mais aussi vous pouvez changer la vie des milliards de personnes. Et la bonne nouvelle, il existe bel et bien un marché en Afrique. On parle de 2 milliards de personnes en Afrique subsaharienne d'ici 2050. Et voilà, la souveraineté numérique de l'Afrique, c'est à nous de la garantir. Sinon, l'Afrique pourrait très bien subir une nouvelle colonisation et cette fois-ci avec des conséquences beaucoup plus fâcheuses.